Bonjour à tous et toutes déjà d'être présents pour cette réunion. Je remercie Boston Scientific qui est notre partenaire et surtout bien sûr Walid qui au nom du CNCH a la gentillesse de toujours maintenir cette session commune avec le CNCF et avec le CCF. Voilà, comme Walid, on est chez toi, je vais te laisser présenter nos invités. Merci beaucoup Jacques. Merci à tous d'être avec nous pour cette session de rythmologie, mais finalement vous allez voir, il y a des parties qui peuvent également concerner la cardiologie interventionnelle ou les cardiologues en général. Merci à Julien Rosien-Charles d'être avec nous, merci à Jocelyn Duchâteau d'être avec nous. Nathanaël Auquier va être présent en distanciel aujourd'hui, on utilise l'hybride dans l'autre sens, c'est lui qui est là-bas et nous qui sommes ici. Donc Julien, on ne veut pas trop entamer sur ton timing, donc tu vas nous parler d'un patient NFA qui saigne sous anticoagulant, en gros pour clarifier, c'est pas toujours très clair pour nous, quand aller occlure cet auricule gauche. Oui, je te remercie Walid. Alors le topo est très court, on m'a demandé de faire très court, donc ça va être très, très clair j'espère. Je remercie encore une fois de m'avoir invité je suis très fier de représenter la cardiologie libérale du CNCF ici. Et donc, quelles sont les bonnes indications pour fermer l'auricule et comment on fait en pratique? C'était vraiment ça la question. Alors je vais essayer de passer à la diapo suivante si j'y arrive. Ah, c'est parce que c'est vers le bas. Juste en une seule diapo qui résume le principe de la fermeture d'auricule gauche. L'auricule est un petit appendice qui ne sert absolument à rien dans l'oreillette gauche, si ce n'est à faire des thrombus. Comme vous le savez, les patients en FA ont une stase sanguine au niveau de cette auricule qui facilite les thrombus, avec notamment également une dysfonction endothéliale. C'est pour ça que c'est les mêmes facteurs de risque pour la maladie coronaire. Et donc l'idée était de boucher cet appendice avec un dispositif intracardiaque pour éviter de faire des thrombus et donc éviter de faire un traitement anticoagulant chez ces patients. Ça, c'est un scanner 3 mois après la réalisation d'une fermeture d'auricule gauche où on voit que le produit de contraste ne passe plus dans l'auricule. Et quand on fait des analyses autopsiques, on voit que le système est totalement endothélialisé à 3 mois. Très rapidement, l'épreuve, ça date donc de 2009. J'ai mis la première et la dernière étude. Je vais passer tout ce qu'il y a au milieu. La première étude en 2009, c'était avec le système Watchman contre les anticoagulants. C'était les AVK à l'époque. Ça montrait que, au bout de 1-2 ans, les deux systèmes étaient assez équivalents. Et comme il y avait quand même pas mal de complications périprocéduraux, ça a été pas lancé à la mesure que ça devrait l'être. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, en France, le remboursement des prothèses est très très limité sur les fibrillations atriales à haut risque, c'est-à-dire un score de CHADS-VASc supérieur à 4 et une contre-indication formelle et permanente aux anticoagulants, ce qui limite énormément le nombre de patients. C'est surtout les patients avec des contre-indications neurologiques et digestives et souvent c'est des patients qui sont parfois très âgés, parfois trop âgés pour qu'on leur propose la fermeture. Et ce qui fait que pour l'instant, mais ça va sûrement changer, je vais vous en expliquer après, les indications sont assez limitées, mais il faut se dire qu'aucun patient ne doit rester sans traitement anticoagulant. Et s'il n'a pas de traitement anticoagulant et qu'il a haut risque, il faut lui proposer une fermeture d'auricule. Pourquoi est-ce que ça va changer? Ça va changer premièrement parce que le nombre de complications, le taux de complications périprocédurales a fortement diminué avec deux choses, l'amélioration des prothèses bien sûr et également l'expérience des opérateurs, ce qui fait qu'avant on avait des taux de complications qui étaient assez importants, on voit sur cette diapo autour de 4% sur les premières études, alors que maintenant c'est retombé à 1% de complications, notamment de péricardiques. Pourquoi également ça va augmenter aussi? C'est parce qu'on se rend compte que plus on attend, plus il y a un bénéfice en fait avec ce dispositif. Pourquoi? Parce que les patients sous anticoagulants vont saigner. Il y a en gros 1% d'hémorragie grave sous anticoagulants. Et donc plus on attend, plus les patients vont saigner et plus le bénéfice par rapport à la prothèse est important avec le temps. Ça, c'est la dernière étude qui date de 2020 et qui a été représentée au TCT en 2021 avec des résultats encore plus à long terme, où les nouvelles prothèses se sont comparées aux anticoagulants nouveaux, c'est les AOD, et on va passer vite fait. Ça montre au bout de, en gros, 3 ans, qu'il n'y a pas de différence en termes d'embolie, en termes d'AVC. En revanche, les courbes divergent progressivement quand on regarde les hémorragies.
de façon évidente, puisque les patients sous anticoagulants saignent plus que les patients qui n'ont pas d'anticoagulants. Donc, on peut se poser après la question quelles vont être les futures indications. Ça, ce sont un peu déjà les indications que propose la Société européenne de cardiologie. Mais pour l'instant, en France, il n'y a pas le remboursement, donc on attend un petit peu. Je ne sais pas pour quand ce sera. Mais ça sera finalement tous les patients FA à haut risque, bien sûr, il faut un haut risque, et qui ont une contre-indication moins formelle qu'à présent, c'est-à-dire juste des patients qui saignent à répétition, des patients qui font un AVC malgré le traitement anticoagulant. Tous ces gens-là vont probablement être des très bons candidats dans l'avenir. Donc, on avait dit 5 minutes de preuve, on va dire, 5 minutes de topo, et maintenant 5 minutes vraiment cas pratique d'un patient que l'on a fait récemment, qui est un patient qui a 72 ans, une FA chronique sous anticoagulant, et qui a une angiodysplasie colique, et donc très régulièrement, il se retrouve à l'hôpital pour des hémorragies. Le traitement est arrêté, on attend que ça cicatrise, on lui fait des traitements endoscopiques, puis on reprend le traitement anticoagulant et il récidive comme ça plusieurs fois. Donc on se décide à ce moment-là de fermer l'auricule. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose qui est très importante, ça va être comme pour le TAVI, ça va être déjà un scanner pré-implantation. Pourquoi? Parce qu'on va déjà sélectionner les patients sur ce scanner. Premièrement, voir qu'il n'y a pas de thrombus, bien sûr, dans l'auricule gauche. Et deuxièmement, voir les différentes formes d'auricule. Il y a certaines formes qui sont plus ou moins sympathiques à fermer, notamment les collets qui sont très très larges avec une profondeur d'implantation peu importante. Et on va pouvoir déjà commencer le sizing sur le scanner et se donner une idée de quel type de prothèse on va mettre. Les prothèses qui ont vraiment des collets très courts avec des chicken wings, des choses comme ça, où il y a vraiment peu de profondeur, sont plus pour un type de prothèse parmi les deux qu'on a actuellement sur le marché. Donc comment ça se passe en pratique? Nous, on fait ça en salle de KT. On le fait systématiquement sous anesthésie générale. Pourquoi? Parce qu'on se guide à l'ETO. C'est ce qui est vraiment le plus pratiqué actuellement en Europe. C'est une ponction veineuse fémorale classique, un passage transseptal que savent très bien faire les rythmologues. C'est pour ça que nous, on préfère le faire à 4 mains, c'est-à-dire un cardiologue interventionnel qui va surtout s'occuper des guides, un cardiologue rythmologue qui va plus naviguer dans le transseptal, naviguer dans l'oreillette gauche, se mettre en face de l'auricule. Et on fait ça à 4 mains et ça se passe toujours très bien. On positionne la prothèse, on teste la stabilité. Si la prothèse est mal positionnée, on peut la ravaler pour la repositionner plus profond, moins profond. Et une fois qu'on est persuadé et que l'échographiste est persuadé également que la prothèse ne va pas partir, qu'elle est bien positionnée, qu'il n'y a pas de fuite, il suffit de dévisser pour la larguer. Ça, c'est en image comment ça se passe. Donc, on voit sur l'image la sonde de Théo, qui est dans l'œsophage, bien sûr, et l'aiguille pour faire le transseptal. On se positionne en ETO, ce qui diminue, ce qui fait qu'il n'y a jamais de complications jusqu'à présent. Bien sûr, pour arriver en face de l'auricule, on sait où est-ce qu'il faut piquer sur le septum, et ça va être assez important. Ensuite, nous, c'est ce qu'on voit globalement sur notre écran. On a la chance d'avoir chez nous l'image directement sur l'écran du scanner et de l'échographie transœsophagienne, ce qui nous permet, nous, plus de naviguer sur l'échographie que sur l'angio. Là, par exemple, c'est l'implantation d'une prothèse Watchman dans un auricule où on se repère avec une pitelle, on met la prothèse et on vérifie en angiographie et en échographie, ceinture et bretelles, que la prothèse est bien positionnée. Là, en plus, on a une magnifique échographie 3D, ce qui est toujours sympathique. 9 minutes 26, c'est parfait. Comme je vous ai dit, la prothèse peut être entièrement rétractable, ce qui veut dire que si on n'est pas satisfait, on ne prend aucun risque, on la reprend et on la repositionne autant de fois qu'il le faut pour que le résultat soit parfait. On ne largue jamais une prothèse si on n'est pas sûr et certain qu'elle va rester ad vitam aeternam. En conclusion, donc actuellement en France, ça reste clairement sous-utilisé. Il y a quand même trop de patients
qui restent sans traitement anticoagulant alors qu'ils sont à haut risque. Tous les patients qui saignent, à qui on se dit « Ah oui, quand même, il saigne, ça devient trop risqué » ou « ils chutent » ou on a plein de bonnes... Ces patients-là, il faut absolument discuter avec eux de cette procédure. Le taux de complication est devenu acceptable. Alors, je ne dis pas faible, parce que 1 à 2%, moi qui suis cardiologue intentionnel qui fait des angioplasties, si j'avais 1 à 2% de complications graves sur mes angioplasties, je me poserais des sérieuses questions. Ce n'est pas comme une angioplastie. Ce n'est pas vous arrivez le matin, vous repartez le soir, et dans 99,9% des cas, ça se passe bien. C'est quand même 1 à 2% de complications assez graves. Et c'est pour ça qu'il faut bien discuter en amont. Est-ce qu'il y aura une ouverture des indications à tous les patients au risque? C'est a priori ce que la science nous laisse prévoir. Après, il faut voir si les autorités de santé pensent la même chose, notamment tous les patients qui saignent, même si ce n'est pas une contre-indication formelle aux anticoagulants, notamment les hémorragies au niveau urologique qui cassent les pieds des patients avec les sondes, etc. Si on peut se passer des sondes à demeure chez ces patients, tout le monde serait heureux. Et je terminerai sur le dernier point qui me semble essentiel, c'est-à-dire que ce qui est particulier, c'est qu'on doit bien discuter avec le patient qu'il n'y aura pas de bénéfice à court terme de l'intervention. C'est-à-dire que souvent les patients ils posent toujours la question, est-ce que je vais être moins essoufflé, est-ce que ça ira mieux après, il n'y a pas de bénéfice à court terme, il y a même un petit risque à court terme. Le bénéfice, il va arriver sur le long terme, et c'est ça qu'on veut prévenir, c'est à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Plus le temps avance, plus le bénéfice sera important, puisque pendant ce temps-là, il n'y aura pas d'AVC ou très peu d'AVC et le risque hémorragique va être franchement diminué chez ces patients à haut risque. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Julien. Juste une petite précision. Quelle est la gestion péropératoire immédiate du risque lié au matériel? Alors, en périopératoire, on est obligé, à partir du moment où on va dans l'oreillette gauche, de mettre les patients sous héparine. C'est pour ça qu'on ne fait jamais de fermeture d'auricule, entre guillemets, en urgence chez un patient qui est en train de saigner. On va attendre qu'il arrête de saigner pour faire ça. Après, on monitore avec des ACT pour que la durée d'anticoagulation est très très courte. C'est genre de 5 minutes, 10 minutes, le temps de mettre la prothèse et de s'en aller. Donc, globalement, pour l'instant, on n'a jamais eu de complications là-dessus. Je n'ai pas parlé volontairement en post-procédure, quel régime d'anticoagulant ou d'antiagrégant. C'est une question qui est très compliquée, mais globalement, on fait ce qu'on veut. Si une mono-intégration plaquettaire paraît légitime chez les patients à très haut risque hémorragique, ça nous va parfaitement. Tu penses qu'il y aura une étude comparative aux anticoagulants Donc, c'est l'étude de Prague là, dont j'ai parlé un petit peu avec les AOD, où effectivement ça montre que ça fait aussi bien en termes de mortalité et d'AVC. Donc maintenant, il faut juste attendre suffisamment de temps pour montrer qu'on diminue la mortalité en mettant moins de saignement. Mais je suis sûr que ça va arriver. Hein. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Oui. Je pense que je vais vous amener le micro. Attendez, on vous apporte le micro. Oui, bonjour. Moi, j'ai 2 questions. Ma première, c'est qu'est-ce que vous pensez de la procédure réalisée sous simple sédation avec les ETO pédiatriques, comme fait Giry-Rioufol, par exemple, à Lyon? Et quelle est votre gestion sur la gestion antithrombotique quand on découvre le thrombus sur la prothèse dans le cadre du suivi, par exemple, au scanner ou à l'ETO, puisque finalement, les études sont assez contradictoires sur le fait que ça soit en lien ou non avec la survenue d'AVC? 2 très bonnes questions. Alors, pour répondre à la première question sur la micro-OTO, déjà l'image est beaucoup moins bonne. Donc la question c'est quel est le bénéfice vraiment de ne pas faire d'AG chez ces patients. C'est assez compliqué. Alors bien sûr, chez les patients très très à risque d'anesthésie générale, insuffisance respiratoire, des choses comme ça, ça me paraît parfaitement adapté. Pour un patient qui n'aurait pas de grosses complications d'anesthésie générale, autant avoir des belles images. Il y a quelque chose dont on ne parle pas, mais qui est évident, c'est la difficulté de plus en plus dans nos blocs opératoires, notamment au CAT, d'avoir des anesthésistes disponibles. Donc c'est évident que ça rentre en jeu. Pareil avec l'ICE, c'est-à-dire l'échographie intracardiaque.
si nous, personnellement, là où je travaille, j'ai la chance d'avoir des anesthésistes tout le temps en salle, donc je suis content d'avoir l'anesthésie générale pour pouvoir faire des belles images avec le Théo. Mais je comprends parfaitement que chez les gens où il faut attendre 3 mois pour avoir un anesthésiste en salle, ça soit beaucoup plus compliqué. On a un échographiste en salle là, qui va intervenir. Pour la deuxième question, ma réponse, elle va être rapide, parce que je ne sais pas, c'est une très bonne question. Nous, on aime bien... On fait systématiquement le scanner à 3 mois chez les patients qui ne sont pas insuffisants rénaux pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite autour de la prothèse. Mais même s'il y a une fuite, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Et si on voit un peu de thrombus, on préfère remettre sous anticoagulant, même sans preuve qu'il y ait plus d'AVC. On aimerait bien avoir ton commentaire. Sur la première question, effectivement, en dehors de savoir ce qu'il y a vraiment un bénéfice de ne pas faire d'anesthésie générale, ce dont on se prive si vous utilisez la sonde pédiatrique, c'est du X-plan. Or, la modalité X-plan, elle est fondamentale à la fois dans la ponction transseptale pour avoir le septum dans sa version supéro-inférieure et en même temps antéro-postérieure. Et inversement, et aussi pour la mise en place de l'auricule, c'est-à-dire dans l'axe transversal, mais aussi longitudinal, où on voit des fois mieux les 2 lobes. Donc la modalité X-plan suffit, si vous voulez, à elle seule, de justifier le TO 3D. Merci beaucoup. Alors on va enchaîner parce qu'on a des critères et des impératifs. Merci beaucoup Julien. Merci à toi. Merci à toi. Et on va passer la parole à Jocelyn Duchâteau qui nous vient de Pessac, de Bordeaux, qui est toujours très présent dans le domaine. Alors Jocelyn, mon patient FA récidive, FA persistante, après une pré-ablation, qu'est-ce que je fais? Comment et quand j'analyse le Marshall? Merci. Merci à vous. Merci de m'avoir invité à participer à ce congrès. Et donc, on va parler en effet de rythmologie, on va dire, plus spécialisée. Je vais vous parler du Marshall et des possibilités de traitement autour de la veine de Marshall chez un patient qui fait une fibrillation atriale persistante. Donc, la question, c'est ça. J'ai un patient qui récidive sa FA après une première ablation. Quand et comment j'analyse le Marshall? Donc juste pour remettre un petit peu le contexte, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un patient qui revient avec des veines isolées? En gros, pour schématiser et pour résumer, on va dire 20 ans de recherche sur la FA en une slide, eh bien on peut faire 2 tactiques différentes, soit une ablation de substrat, donc c'est-à-dire une ablation qui va être personnalisée à ce qu'on voit chez le patient, basée généralement sur une cartographie, soit une cartographie invasive, soit une cartographie non invasive. C'est par exemple toute la défragmentation, donc soit dans les versions initiales proposées par Nademani, ce qu'on a fait nous à Bordeaux avec la Stepwise, ou ce qui a été fait plus récemment par Julien Seitz. C'est ce qu'on peut grossièrement appeler de la défragmentation. On peut faire aussi de la cartographie endocardique, donc ça c'était toutes les études FIRM, ou on peut faire de la cartographie épicardique avec le Cardio Insight. Donc ça, c'est le premier groupe de traitements possibles. Et puis après, il y a des stratégies plus anatomiques qui ne vont pas être, adaptées à ce que l'on voit chez le patient, mais au contraire, elles vont être standardisées, systématisées. Et on va faire toujours la même chose chez tous les patients. En gros, la première technique qui ressemble à ça, c'est le mail chirurgical. C'est ce que font les chirurgiens. Mais aussi, nous, en percutané, il y a pas mal de groupes qui font l'isolation du mur postérieur. Et nous, on a proposé donc de faire ce qu'on appelle le plan Marshall. Et donc, on va voir ça un peu plus en détail. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à faire cette ablation anatomique qui peut paraître un peu plus, un peu moins cérébrale que l'ablation spécialisée? Eh bien, c'est parce qu'il y a des données, tout d'abord cliniques sur des grandes séries qui nous montrent que finalement, on n'arrive pas à faire mieux que les veines pulmonaires quand on fait de la défragmentation ou quand on fait des lignes. Il y a une étude très connue qui s'appelle STAR-F2, mais elle a été aussi confirmée par d'autres études, notamment l'étude CHASE-AF. Et nous, notre expérience locale, elle était tout à fait en ligne avec ça, c'est-à-dire que le succès global de la stratégie Stepwise, en fait, quand on la regarde de manière objective, avec un peu de recul, eh bien, il était mauvais, c'est-à-dire qu'on avait 50% de récidive à 1 an, et on avait une mécanique atriale qui était dégradée, donc vous avez sur le tableau en haut, en fait, une illustration du fait que plus on fait de lésions suspendues, plus on fait de l'ablation dans l'oreillette gauche, plus on abîme l'oreillette gauche et plus on a une dysfonction mécanique atriale derrière. Et ensuite, le dernier point, c'est qu'on avait beaucoup de récidives en tachycardie atriale et les tachycardies atriales qui revenaient, c'était toujours les mêmes. Donc à la fin, on finissait par faire des lignes dans l'oreillette gauche. Et donc on s'est dit, comment est-ce qu'on va pouvoir partir de là?
Donc il y avait un petit message d'espoir quand même, c'était que les résultats au très long terme du Cox-Maze 4, donc de la technique chirurgicale, en fait, ils étaient excellents. Donc je vous ai dit à l'instant, nous on avait 50% à 1 an, et en fait, eux, ils avaient 14% de récidive à 7 ans. Donc vraiment des résultats qui sont très bons, quoi, objectivement. Donc finalement, ça a remis en question pas mal de choses que l'on faisait en électrophysiologie de manière générale. Il y a un premier concept qu'on utilise beaucoup, c'est qu'on apprend en brûlant. C'est-à-dire qu'on utilise nos outils d'ablation pour essayer de nous enseigner des choses sur l'électrophysiologie de manière générale. Et en fait, le problème dans ce cheminement de pensée, c'est qu'il y a un petit gap entre ce qu'on pense qu'il faut faire déjà et ce qu'on arrive à faire. D'accord ? Ce qu'on pense que l'on a fait pendant la procédure, et il y a encore un plus gros gap entre ce qu'on pense qu'on a fait pendant la procédure et ce qu'on a vraiment fait en pratique. C'est-à-dire que, en gros, avant de dire que les lignes ne fonctionnent pas, il faut être sûr qu'on a fait des lignes correctement. Et ça, c'est vraiment, disons, tout un champ qui a émergé sur les dernières années, c'est le champ de la lésion. C'est-à-dire que maintenant, on attache beaucoup d'importance à faire des lésions de bonne qualité, parce que c'est que comme ça qu'on arrive vraiment à appliquer la thérapeutique que l'on pense appliquer. Donc c'est bien sûr ce qu'on a fait en pratique qui a un impact sur l'outcome clinique, et cette compréhension de nos limites, ça va nous influer sur ce qu'on pense que l'on peut faire, et donc en retour, ça fait un espèce de cycle comme ça, où on apprend en brûlant, mais avec toutes les limites que ça comporte, parce que bien sûr, on pense qu'on a fait des choses et finalement, elles ne sont pas vraiment là. Donc ça, je dirais, c'est la première chose qu'on a compris récemment, sur les 5-10 dernières années. Et les autres choses qu'on a compris, c'est qu'il y a eu clairement des progrès sur l'étude de l'anatomie, sur l'étude des mécanismes physiopathologiques. Et j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc on a compris que le rôle des veines pulmonaires, il était lié en effet à des foyers, mais il est aussi lié à de la réentrée au sein des veines pulmonaires, à la jonction entre les veines pulmonaires et l'oreillette, parce que c'est des zones qui ont une microarchitecture qui est particulièrement complexe et donc qui sont très propices à la réentrée. Et en fait, ces zones-là, on les retrouve aussi dans d'autres études précliniques à l'interface entre le sinus coronaire et donc la veine de Marshall. La veine de Marshall, c'est une petite veine qui est un reliquat de la veine cave supérieure gauche qui joint grossièrement le sinus coronaire à la sous-clavière gauche. Et cette veine de Marshall, embryologiquement, elle est plus proche du sinus coronaire que des autres veines. Et donc, en fait, elle a une musculature propre. Elle est muscularisée. Donc, il y a des petites fibres musculaires qui passent le long de cette veine et qui se connectent à l'oreillette. Et donc, on a une musculature complexe qui peut donner des réentrées complexes qui accompagnent cette veine de Marshall. Et donc, le troisième groupe de réentrées, c'était les macro-réentrées qui sont assez classiques. Et donc, on s'est dit, à partir de toutes ces nouvelles constatations, on va essayer de construire quelque chose qui va être cohérent, qui va pouvoir potentiellement traiter l'AFA et qui va en même temps respecter la séquence d'activation normale du cœur pour ne pas dégrader la fonction atriale mécanique. Donc ça, ce que vous voyez en bas, c'est une carte en rythme sinusal. Vous voyez les lignes de collision de l'influx électrique, c'est-à-dire que si on fait des lignes d'ablation sur ces lignes blanches, eh bien, en fait, on n'aura pas d'impact sur la séquence d'activation atriale, elle ne sera pas modifiée. Et donc, c'est aux alentours de ça qu'on va travailler. Donc, les résultats préliminaires de cette technique ils sont plutôt bons. On avait donc une récurrence après une procédure qui était entre 75 et 80%, et après 2 procédures. Donc, quand on arrivait à finaliser nos lignes, on avait un succès à 1 an qui était bien supérieur à celui qu'on avait dans nos cohortes historiques, qui était aux alentours de 90%. Donc pour le faire en pratique, donc 5 minutes d'explication et puis 5 minutes de pratique, on va dire. Donc il faut une gaine déflectable, un cathéter diagnostique IMA, du contraste, une rampe, une valve, un guide hydrophile pour aller dans la veine et un ballon d'angioplastie avec un déflator. Et bien sûr de l'alcool pour injecter à la fin. Donc on a tendance à localiser la veine sur le scanner pré-ablation. Là vous avez, donc on positionne l'agilise dans le sinus coronaire, on va l'opacifier avec donc l'IMA. Vous voyez qu'il y a la petite veine qui part vers le haut, qui est la veine de Marshall, ici. Elle est assez distale, en l'occurrence. Donc là, on va se mettre dessus, on va l'injecter de manière quasi sélective en antéro-postérieur. Et puis après, on va passer en vue RAO, en oblique droite, généralement aux alentours de 30 degrés, pour vérifier que cette veine, donc là c'est l'oblique droite, elle a un trajet postérieur par rapport au sinus coronaire. Donc ça, c'est bien la veine de Marshall. Ensuite, on va la canuler avec un guide, donc le guide que vous voyez qui monte dedans.
Puis on va mettre le ballon dedans. Donc là, on a pris un 2,06, un ballon de 2 mm de large et 6 mm de long. Et donc là, on va le gonfler, retirer le guide, faire une injection sélective dans la veine. Donc ce que vous allez voir maintenant. Voilà. Qui permet d'opacifier le réseau. Vous voyez que c'est vraiment un petit cheveu parce qu'en fait, le ballon est gonflé dans le tronc qui était suffisamment large pour être vu. Et donc là, on voit finalement qu'un petit cheveu résiduel. Ensuite, on va faire l'alcoolisation de cette veine et on va réinjecter du produit de contraste. Donc, c'est ce que vous voyez maintenant. Et vous voyez maintenant qu'il y a une opacification de tout le territoire de drainage de la veine, en fait. Une espèce de blush, ce qu'appelle un blush chez les coronarographistes. Un tatouage de la paroi qu'on voit très bien là en AP, qui correspond à la zone qui va être alcoolisée physiquement. Donc une fois qu'on a fait tout ça, juste pour vous montrer différents aspects qu'on peut avoir, donc ça c'est une localisation classique, mais en fait il y a plein de morphologies différentes, plein de localisations différentes pour la veine de Marshall. Un marqueur très important de localisation, c'est la valve de Vieux-Sens. Donc là, sur cette image, on la voit très bien, la valve de Vieux-Sens, elle arrête quasiment complètement le produit de contraste. Et vous voyez qu'il y a une toute petite veine qui naît vers le haut, juste au niveau de la Vieux-Sens. Et donc ça, c'est la veine de Marshall. Parfois, cette veine de Marshall, comme je vous disais, elle est beaucoup plus distale. Donc là, vous avez une version où elle est quasiment donc beaucoup plus distale. On voit le changement d'orientation du sinus coronaire qui correspond à la jonction avec la grande veine cardiaque. Donc elle est située à cet endroit-là. Et parfois aussi, et assez fréquemment, elle est très proximale. Donc dans ce cas-là, elle est plus difficile à cathétériser. Parfois, il faut se positionner de manière un petit peu spéciale pour aller dedans. Là, vous voyez juste son moignon qui part du sinus coronaire très proximal. Donc voilà. Après, donc on m'avait demandé aussi comment on pouvait étudier la veine de Marshall. Nous, on l'étudie peu, on l'alcoolise beaucoup. Mais si on veut vraiment enregistrer des signaux dedans, il y a différentes possibilités. Il y a un cathéter de 2 French, Epistar, qui est commercialisé actuellement en France par Baylis, mais qui coûte vraiment très cher. Donc nous, on ne l'utilise pas. Ce qu'on fait quand on a besoin d'enregistrer un signal dedans, c'est de faire comme font les gens qui font du TAVI pour stimuler le ventricule gauche, c'est-à-dire de mettre un guide qui est conducteur dans la veine de Marshall et d'enregistrer le signal qu'on peut recueillir avec une pince croco sur le bout du guide, entre le guide et puis la peau généralement qui nous sert d'électrode de référence. Et enfin, 2 petites slides pour vous dire qu'une fois qu'on a alcoolisé le Marshall, on a fait en fait qu'une toute petite partie du travail parce que derrière, pour cette alcoolisation du Marshall, elle est cohérente uniquement si on applique l'ensemble de la stratégie. Et donc, il faut faire les lignes. Donc, cette ablation linéaire, elle est exigeante, elle est difficile. Et c'est important de bien le faire et de bien vérifier qu'on a bien fait ces lignes. Donc ça, c'est 2 papiers qu'on a publiés récemment qui illustre le fait que ça soit difficile de faire ces lésions, mais que c'est également important. Et finalement, pour ce qui est de la ligne mitrale, quand on a fait l'alcoolisation de la veine de Marshall, on arrive à avoir des taux de bloc qui sont vraiment très bons, aux alentours de 98% là, sur cette série, ce qui n'est pas du tout ce qu'on avait avant. Donc voilà, donc j'ai pas beaucoup de temps qui me reste, donc je vais passer là-dessus. Et donc, je vais juste sauter directement en conclusion pour dire que l'alcoolisation de la veine de Marshall dans la FA, c'est la destruction d'une structure qui est propice aux réentrées complexes. Ça facilite l'obtention du bloc mitral et la faisabilité, elle est globalement excellente. Elle a plus de 90% nous, dans nos séries de 700 patients. Le plan Marshall, donc la stratégie dans laquelle ça s'inscrit, c'est une stratégie anatomique et standardisée qui est proche du mail chirurgical, qui va respecter la séquence d'activation atriale et donc la fonction mécanique atriale, mais qui nécessite en plus la réalisation de lésions linéaires qui est assez exigeante d'un point de vue électrophysiologique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les rythmologues qui font de la cardiologie interventionnelle. Question numéro 1, ça prend combien de temps d'alcooliser un Marshall ? C'est très variable et après, donc ça dépend aussi de la stratégie qu'on utilise, mais par exemple, cette alcoolisation de la veine de Marshall, elle va donc alcooliser souvent une collerette sous la veine pulmonaire inférieure gauche. Souvent, ces lésions créées par l'alcoolisation, elles vont remonter jusqu'au niveau de la carène gauche. Donc nous, on a l'habitude de faire des ablations de FA avec une alcoolisation d'emblée. Dans ce cas-là, on gagne du temps en fait sur l'isolation des veines pulmonaires gauches notamment, et bien sûr sur l'isthme mitral, on gagne énormément de temps.
C'est très variable en fait. De donner un chiffre, ça serait mentir. Quand c'est très simple, c'est-à-dire quand on monte directement dedans et qu'on arrive, on est arrêté par la biosynthèse, notre IMA est arrêté par la biosynthèse, on injecte quasiment de manière sélective le Marshall directement. Dans ce cas-là, ça va prendre peut-être 10-15 minutes. Et après, parfois, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on met beaucoup de temps à trouver la veine, à stabiliser dedans. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est un investissement parce qu'on gagne du temps de l'autre côté. Et globalement, nous, donc on a 2 études en cours. Il y a une étude monocentrique où on compare veine pulmonaire seule versus stratégie avec Marshall. Et il y a la même étude multicentrique, donc avec d'autres centres. Et dans ces études-là, il y a des temps de procédure, les différences de temps de procédure sont pas si énormes que ça. Ça donnera l'occasion de les présenter une autre fois. Voilà. Juste poser une question. Jérôme Taïeb. Merci pour cette super présentation. Il a été décrit exceptionnellement des BAV. Est-ce que ça a l'air d'être lié à Marshall, l'implantation proximale? Est-ce que du coup, il ne faut pas le faire si c'est très proximal? Voilà la question. Ah ouais, il y a plein de choses qui ont été décrites, plein de complications qui ont été décrites. J'ai pas eu le temps d'en parler ici, mais en effet, c'est important voilà, c'est encore une technique nouvelle, donc on n'a pas encore beaucoup de recul dessus. Hein. Nous, on aimerait bien mettre en place un registre justement pour colliger ce genre de cas. Là, en l'occurrence, pour répondre plus spécifiquement à la question, en effet, quand on a une veine de Marshall qui est proximale avec un drainage, il peut y avoir en fait des collatérales avec un drainage de la paroi postérieure, ça arrive assez fréquemment, ou plus exceptionnellement un drainage vraiment du septum interatrial qui se fait par cette veine. Les signaux d'alerte, ça doit être en effet une veine qui va être très proximale. Et dans ce cas-là, soit il faut se positionner, disons, derrière la bifurcation quand on peut, c'est-à-dire se mettre vraiment dans la branche qui va vers le ridge, soit en effet il faut éventuellement surseoir à l'alcoolisation de la veine de Marshall dans ce cas-là. En effet, nous, il y a certains cas où on opacifie la veine de Marshall, on peut rentrer dedans, mais sa localisation actuellement est pas satisfaisante, n'est pas adéquate, et donc la zone qu'on pense qui va être alcoolisée n'est pas intéressante, et dans ce cas-là, on préfère ne pas faire l'alcoolisation. Merci beaucoup, merci pour cette présentation très claire. Et pour la troisième partie, nous allons avoir Nathanaël Wauquiez, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ici physiquement, mais qui est connecté et qui va nous parler de stimulation icienne, puisque voilà, c'est un des sujets finalement également, le troisième sujet qui est porteur actuellement dans cette partie-là, où de plus en plus on parle de stimulation du faisceau de His, ou voire de stimulation de la branche gauche. Donc Nathanaël, je ne sais pas si tu me vois. Il est là. Moi, je vous vois. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, parfaitement bien. Parfait. Bon, donc tout d'abord, merci pour l'invitation et je suis sincèrement désolé de ne pas avoir pu être présent avec vous aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de stimulation icienne. On m'a demandé de faire concret, donc vous allez voir, c'est particulièrement concret. Donc, voici mes conflits d'intérêts sur le sujet. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la stimulation icienne? Donc, elle s'oppose à la stimulation conventionnelle. Celle-ci consiste à mettre une sonde dans le ventricule droit, soit au niveau de son apex ou au niveau de son septum. Alors que la stimulation icienne consiste à visser une sonde spécifiquement sur le His. Alors, quel en est l'intérêt? L'idéal, c'est de vous présenter un cas. Je vous présente le premier que nous ayons fait. Ça date tout de même de 2017, donc ce n'est pas une technique si récente que cela. C'était un patient d'une 60aine d'années en fibrillation atriale permanente, récusé d'une ablation, qui avait cette fréquence cardiaque-là sous ténormine à forte dose. Il était très symptomatique. Nous lui avons donc réalisé une ablation du nœud auriculo-ventriculaire et au préalable, nous avons fait une stimulation icienne. Nous voyons que cela permet d'avoir une stimulation myocardique avec un QRS qui est superposable au QRS de surface non ablaté. Donc, comment est-ce qu'on aboutit à de tels résultats? Tout d'abord, il faut un matériel spécifique. Donc, nous n'utilisons que du matériel de la société Medtronic, c'est historique. Nous n'utilisons pas de gaine déflectable pour des raisons financières. On utilise donc la sonde Select Secure qui est très particulière, il faut s'y habituer un petit peu. Tout d'abord parce qu'elle est petite, elle fait un tout petit peu plus de 4 French. Deuxièmement, elle n'est pas membrainable, donc nous sommes obligés d'utiliser une gaine pour pouvoir la déplacer. Et enfin, elle a une vis qui est non rétractable. Ils ont donc créé une gaine qui lui est associée, qui a une double courbure qui nous permet de nous déplacer assez rapidement pour approcher le faisceau de His.
Enfin, on va utiliser un câble testeur que l'on va, si possible, relier à la baie d'électrophysiologie pour avoir une meilleure analyse des potentiels locaux. Il est aussi possible de regarder ces potentiels par l'intermédiaire de l'analyseur, mais c'est quelque chose que je ne vous recommande franchement pas, car cela complique franchement la procédure. Donc une fois que vous avez fait votre abord vasculaire, personnellement je ne fais plus que des abords sous clavier en cas de stimulation hïsienne, vous allez descendre votre gaine que vous allez positionner jusqu'au niveau du ventricule droit en la sécurisant avec un guide à l'intérieur. Personnellement, je travaille systématiquement de face. Une fois que cette procédure-là est faite, vous allez pouvoir monter la sonde dans la gaine et vous arranger pour que son extrémité distale soit la seule à dépasser de la gaine. À ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à regarder les potentiels locaux. Et voici un petit peu ce que l'on peut constater. Donc là, on voit qu'on est extrêmement ventriculaire dans notre positionnement, puisqu'on a une activité ventriculaire qui est fortement voltée, et une activité atriale qui émousse en far field microvolté. Donc là, vous vous dites que vous n'êtes pas dans la zone d'intérêt, notamment parce que vous n'avez pas de potentiel hissien sur le tracé. On va donc commencer à mobiliser notre sonde. Le recours à la scopie, à ce moment-là, est assez faible, puisqu'en grande partie, on va céder des potentiels locaux. Et puis, en mobilisant votre sonde, vous pouvez finir par tomber sur ce genre de tracé-là. Donc là, en fait, votre gaine est tombée dans l'oreillette droite. Vous avez donc une activité atriale rapide, ici c'est en flotteur gauche, avec une activité atriale rapide qui est ample, alors que l'activité ventriculaire, elle est microvoltée. Donc vous vous dites, bah, je suis allé un petit peu trop atrial, il va falloir que je me déplace encore un petit peu. Donc, après avoir manipulé à plusieurs reprises, vous vous rendez compte que vous n'accédez pas au hisse. Donc là, vous allez utiliser la gaine déflectable du pauvre. Donc la gaine déflectable du pauvre, ça consiste à préformer cette gaine fixe. Maintenant, vous connaissez à peu près l'anatomie de votre patient et vous allez donc pouvoir créer la courbure qui vous arrange le plus. Une fois qu'on a fait ça, assez généralement, on arrive rapidement à trouver le hisse, comme c'est le cas ici. On voit le petit potentiel hissien avant chaque activité ventriculaire. Et quand vous constatez cela, vous allez commencer à visser votre sonde, ce qui n'est pas toujours si facile à faire que ça, car il y a des déplacements de sonde qui sont assez fréquents. Une fois que votre sonde est bien vissée, vous allez... Je suis désolé. Donc une fois que votre sonde est bien vissée, vous allez libérer votre sonde de sa gaine et vous arranger pour qu'elle garde bien sur la scopie cet aspect de J. Ça, c'est très important pour l'évolution par la suite. Et à ce moment-là, il faut réussir à interpréter votre stimulation. Donc il y a plusieurs cas de figure. Dans ce premier cas, nous avons une stimulation hissienne sélective. On voit bien qu'après le spike, on a un délai isoélectrique qui coïncide avec le délai HV, qui est suivi par la suite d'un QRS fin qui est totalement superposable au QRS natif. Dans ce cas de figure-là, vous avez une stimulation hissienne qui est non sélective, c'est-à-dire qu'après le spike, vous n'avez pas d'espace isoélectrique, au contraire, vous avez une activation lente du ventricule qui peut mimer un aspect de préexcitation chez quelqu'un qui aurait une voie accessoire. Puis apparaît le QRS natif. Enfin, troisième possibilité, vous pouvez avoir une correction d'un trouble de la conduction intraventriculaire. Donc là, c'était un patient qui avait un BAV 2:1 associé à un bloc de branche droit. On voit qu'après implantation, nous avons une correction du bloc de branche droit associé à une stimulation hissienne qui est non sélective. Bien généralement, pour corriger les troubles de la conduction intraventriculaire, nous sommes amenés à avoir des énergies de stimulation un peu plus importantes. Maintenant, il faut comprendre quelle va être la réponse à notre stimulation en fonction de l'intensité d'énergie délivrée. Voici 3 cas de figure, on va s'attarder sur les 2 premiers. Donc si nous sommes dans le cas numéro A, si nous stimulons à haute énergie, nous obtenons une stimulation hissienne non sélective. Si nous stimulons à faible énergie, nous obtenons une stimulation hissienne sélective. Comment est-ce que cela peut s'expliquer ? Eh bien, ça signifie que vous êtes vissé exactement sur le hisse. Auquel cas, si vous stimulez à faible énergie, vous ne recrutez
que celui-ci. A contrario, si vous stimulez à plus forte énergie, vous allez recruter aussi le myocarde associé, enfin qui lui est à proximité, et donc vous avez une stimulation icienne non sélective. Maintenant, dans le cas numéro B, enfin dans le cas B, donc là vous avez à haute énergie une stimulation icienne qui est non sélective, et à faible intensité, une stimulation myocardique seule. Que se passe-t-il ? Eh bien, en fait, vous êtes vissé juste à côté du vis cette fois-ci. Auquel cas, si vous utilisez une faible énergie, vous n'allez capturer que le myocarde. Par contre, si vous augmentez l'intensité, vous allez pouvoir recruter le vis qui est à proximité. Donc, il faut savoir que c'est une stratégie d'implantation qui n'est pas toujours si facile que ça à réaliser. Elle a quelques complications. L'une des complications, c'est le bloc auriculoventriculaire de type 3, donc il faut être prêt à stimuler à chaque instant. Et le deuxième élément très gênant, c'est l'échec. Globalement, il faut être capable d'accepter entre 20 et 15% d'échecs, qui s'expliquent en grande partie pour des raisons anatomiques. Il y a 3 grands types d'anatomie icienne qui a été décrite, et la troisième voit le faisceau de His qui, après avoir franchi la valve tricuspide, va rentrer très rapidement et profondément dans le septum interventriculaire et ne sera plus accessible à la stimulation. Concernant les paramètres de la sonde, donc ceux-ci sont un petit peu déstabilisants. Nous savons qu'une stimulation icienne va généralement nécessiter des seuils de stimulation plus élevés avec des seuils de capture plus élevés. Dans cet exemple-ci, on était à 1,6 volts pour 1 milliseconde, pour 0,5 millisecondes, ce qui n'est pas négligeable. On a généralement une impédance qui est un tout petit peu plus basse et une détection qui elle est significativement plus basse. Dans le cas-là, elle est moyennée à 7,2. En pratique, avoir une détection qui est à 4 ou moins, ce n'est pas quelque chose qui est si rare que cela, mais il faut donc s'adapter. Par la suite, une fois que le patient est implanté, il faudra le suivre. Notamment, il ne faudra jamais perdre de vue la complication principale au cours du suivi, qui survient tout de même dans 10% des cas, qui est une élévation du seuil de capture icien. Celui-ci peut se manifester de 2 façons différentes, soit une élévation qui va survenir dans les mois qui suivent l'implantation, puis qui après évoluera en plateau, ou alors une élévation constante du seuil de capture icien qui finira par provoquer une perte de capture, quelle que soit l'intensité délivrée. Il ne faut donc pas hésiter à programmer des intensités de stimulation élevées à la phase initiale, puis à s'adapter et à adapter notre surveillance de ces patients-là. Alors maintenant, à quel type de patient peut-on le proposer? Donc, personnellement, je fais partie des gens qui ont été un petit peu déçus des recommandations de l'European Society of Cardiology de 2021. Il nous est dit que nous avons le droit d'avoir recours à la stimulation icienne en grade 2A en cas d'échec de resynchronisation cardiaque par une sonde dans le sinus coronaire, et plutôt une de ses branches. En 2B, nous pouvons utiliser la stimulation icienne en cas d'ablation du nœud auriculoventriculaire avec implantation d'un stimulateur cardiaque pour tachycardie ventriculaire soutenue. C'est un peu particulier parce qu'en 2019, sur d'autres recommandations ESC, en grade 2A, cette fois-ci, nous avions le droit d'avoir recours à cette technique. Enfin, en grade 2B toujours, si notre patient a une fraction d'éjection à plus de 40% et que nous pensons qu'il va être stimulé dans plus de 20% du temps à l'étage ventriculaire, nous pouvons lui mettre une stimulation icienne. Même chose. En 2014, la société de rythmologie américaine avait mis du 2A pour cette indication-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Nathanaël pour cette présentation très claire. Une question très pratique, quand tu pars sur une stimulation icienne, au bout de combien de temps tu abandonnes, c'est-à-dire tu mets une sonde VD? Elle est bonne cette question. Alors, nous on s'est dit 20 minutes, 30 minutes, mais je ne sais pas jusqu'à quel est actuellement ton seuil. Alors, depuis le début, je me suis toujours mis 30 minutes, depuis le début. C'est le maximum. Après, le temps ayant passé, je me suis mis 20 minutes.
en estimant que, bon, au début, 30 minutes, c'est déjà pas mal, et que ce n'était pas raisonnable sur une stimulation conventionnelle d'avoir des procédures qui étaient trop longues. Voilà. Et puis après, le temps passant, en fait, on repère beaucoup plus vite quand est-ce qu'on va y arriver ou pas. Maintenant, vous savez qu'il y a une autre type de stimulation conventionnelle, qui est la stimulation de la branche gauche, au cas par cas. C'est toujours du cas par cas. Je sais qu'il y a la stimulation de branche gauche qui est derrière, qui est encore plus rapide à faire, qui a d'autres désavantages. Ce n'est pas non plus la panacée. Et je pense qu'en vrai, je me laisse 15 minutes grand max, et sinon je convertis. En fait, je vais plutôt le faire en vissage. C'est plutôt ça. Je vais me laisser 3 vissages, et après, je change. Jérôme, une question? Non, c'était là-dessus, c'était pour la branche gauche. Je voulais savoir si tu avais l'expérience. Voilà. Bon, donc, ce sera peut-être ta présentation de l'année prochaine. On est pris par le timing. Je vous remercie. Je remercie mes orateurs, mon co-modérateur Jacques Gauthier qui nous fait toujours l'amitié de venir avec nous. Cette session en partenariat avec le CNCF, avec le CCF, c'est un énorme plaisir de l'organiser chaque année. Merci à tous d'avoir été avec nous et à très bientôt.